7 janvier 2015, 18 mars 2020. Quelles sont les grandes dates de l'histoire récente, ou plutôt quand un événement fait-il date? Mercredi s'ouvrira le procès des attentats de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher et de Montrouge. Un procès pour la mémoire, d'autres diront pour l'histoire, pour ne pas passer complètement à autre chose de l'autre côté du pli. Il est historien, professeur au Collège de France. C'est lui qui a dirigé une histoire mondiale de la France au seuil et coécrit avec Mathieu Riboulet « Prendre date ». Paris, 6 janvier, 14 janvier 2015. La saison 2 de Quand l'histoire fait date vient de débuter sur Arte, une collection documentaire diffusée tous les dimanches, disponible en replay et en VOD, pensée avec votre co-auteur Denis Van Verbeek, si je n'écorche pas son nom. Comment les grandes dates de l'histoire se sont-elles glissées dans nos mémoires collectives? La question est passionnante et vous allez nous aider à essayer d'y répondre. Patrick Boucheron, bonjour. Bonjour. Quand l'histoire fait-elle date? On écoute un extrait de la saison 2, Quand l'histoire fait date. Le 14 mai 1610, le roi Henri IV quitte son palais du Louvre pour aller à l'Arsenal. En milieu d'après-midi, le carrosse royal se fraye un chemin dans les rues de Paris, non loin du quartier des Halles, cœur battant de la capitale du royaume. Au moment où le convoi ralentit, quelqu'un se hisse sur la grande roue du carrosse et il frappe le roi. À ce moment-là, et à ce moment-là précis, c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé la veille et ce qui devait se passer le lendemain. Bon, c'est quoi le travail de l'historien? C'est de nous séparer du passé. Alors, saison 1, saison 2, au fil des épisodes, vous tentez de nous expliquer, de nous raconter quelques grandes dates de l'histoire et aussi... Et on vient de l'entendre, de définir ce qu'est le rôle de l'historien. C'est quoi le travail de l'historien? Vous demandez-vous, dans cette date consacrée à Henri IV, c'est de nous séparer du passé. Quelle belle définition. Être historien, c'est quoi d'autre, Patrick Boucheron? C'est aussi comprendre en quoi le passé peut faire effraction dans nos vies. Et à ce moment-là, on sait ce qu'est l'histoire, ou en tout cas, on le sent. Et on voit bien que certaines dates se glissent, avez-vous dit, dans la conscience historique, mais d'autres s'imposent. Et donc, les historiennes et les historiens de métier ont, au fond, deux objets face au passé. Essayer de montrer en quoi il n'est pas tout à fait passé, en quoi il est encore actif en nous, et nous en séparer, oui, parce que pour le comprendre, il ne faut pas non plus l'éclabousser de nos affects. Il faut être prévenant, il faut y aller avec attention, avec patience. C'est un exercice de patience, l'histoire comme discipline, mais l'histoire comme événement, elle est toujours brusque et toujours impatiente. Et ce qu'on a voulu faire, effectivement, avec Denis Van Varenbeek et les 7 réalisatrices et réalisateurs que je ne peux pas tous citer de cette série documentaire, c'est moins proposer en 30 dates d'une collection de périodes qu'une collection de problèmes. C'est-à-dire quel type de problème une date peut poser non seulement aux historiens de métier, mais aussi à nous tous, citoyennes et citoyens. Exemple. Par exemple, on vient de le dire, cet assassinat politique, c'est de cela dont on aura à parler aussi peut-être, puisque vous avez fait allusion au procès qui s'ouvre après-demain des attentats politiques du 7, 8, 9 janvier 2015. L'assassinat politique d'Henri IV, on comprend tout de suite sans doute ce qui se passe à ce moment-là, mais immédiatement, il y a, c'est ce que l'épisode raconte, une course-poursuite à, au fond, la détermination de l'événement. C'est-à-dire qu'un événement, disait l'historien du contemporain Pierre Laborie, c'est ce qui advient de ce qui est advenu. Il y a quelque chose qui advient. Mais ensuite, il y a une guerre immédiate pour la qualification, la compréhension et la mémorisation de cet événement. Et très vite, on voit que la monarchie française, eh bien, doit s'imposer, doit imposer une interprétation de ce qui s'est passé. Donc, on ne peut pas séparer l'histoire de la mémoire quand, au fond, l'histoire est aussi une façon de faire mémoire immédiatement. Donc, parmi les critères retenus pour cette collection, pour répondre à cette question, quand un événement fait-il date, il y a aussi la notion de problème à prendre en compte. Vous invitez aussi à ne pas confondre, Patrick Boucheron, l'événement du discours
autour de l'événement. Oui. Hein. Oui, ça, je pense que c'est un engagement. C'est une conviction, c'est, j'allais dire, une éthique professionnelle, la certitude que, au fond, quand on est historienne et historien de métier, on doit raconter une histoire et se raconter soi-même en train de peiner à la raconter, parce que c'est difficile, parce que c'est lent et parce que, justement, il me semble essentiel de rappeler à tout moment que l'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses incertitudes. Donc, quand l'histoire fait date, c'est une émission qui raconte. Et ça, j'y tiens beaucoup parce que je pense que, disons, la pensée critique doit se réconcilier avec l'élan de la narration. Mais c'est une émission qui propose aussi des petits exercices, pas au niveau scolaire, mais au niveau, j'allais dire, de la gymnastique, hein, des petits exercices d'assouplissement conceptuel pour se souvenir que, voilà, face au temps qui passe, on doit être vigilant. Et à chaque fois, il y a une petite intrigue théorique, voilà, une question d'histoire générale qui se pose à chaque moment particulier. Quel est notre rapport au passé? Quelle est notre relation avec ces grandes dates de l'histoire de France ou du monde? Comment l'histoire peut aussi nous aider à regarder vers l'avenir? On voulait vous soumettre une, voire deux, voire trois grandes dates de cette histoire très récente, contemporaine, à commencer par celle du 7 janvier 2015. 7 janvier à Paris 2015, quelques heures après l'attentat de Charlie Hebdo, une foule se réunit. Debout, silencieux, avec des bougies, des roses. Ils sont des milliers à être venus ici, place de la République, comme si les victimes étaient des amis, comme si Charlie Hebdo faisait partie de leur vie. Tous ont les yeux humides et beaucoup m'ont tout simplement expliqué que ce 7 janvier 2015 est un jour capital pour le pays et l'unité du pays. Dior, 33 ans, a quitté son bureau à 16h cet après-midi. Elle ne pouvait tout simplement plus travailler. Alors elle est venue ici avec un autocollant noir « Je suis Charlie ». Il ne faut pas avoir peur, mais en même temps, il faut être honnête, ça fait peur. Quand on voit qu'il y a des gens qui arrivent avec des armes de destruction, qui sont quand même des armes lourdes, des lance-roquettes, des choses comme ça. Là, juste à côté de chez moi, j'habite à 10 minutes. Donc oui, j'ai peur. Et j'espère en fait voir beaucoup de gens se mobiliser pour aussi, quelque part, par leur présence, faire passer un message. Tous ensemble, on est là. 7 janvier 2015, Patrick Boucheron, c'est une date multidimensionnelle. C'est à la fois l'attentat et le rassemblement, comme on vient de l'entendre. C'est à la fois dans les mémoires le drame et l'union. Parce qu'à ce moment-là, parce que ce soir-là, on pense qu'il y a eu un attentat. On ne sait pas que le lendemain, il y en aura un autre, et le surlendemain, encore un autre. Et que, justement, c'est l'objet de ce livre qu'on a tenté avec Mathieu Riboulet, c'est de prendre date au pluriel, parce que l'événement, il est incertain et que pour le comprendre, il faut effectivement ne pas se mettre dans la peau d'un historien qui sait la suite de l'histoire, mais dans celle dans laquelle nous étions. Donc c'est au fond, je dirais, le journal d'une conscience ébranlée, à deux voix, à un moment. On l'a écrit en mars 2015, la même année. À un moment où, au fond, justement ce dont je parlais, c'est-à-dire cette décision sur ce que signifie l'événement était en train de se figer. D'ailleurs, vous voyez, si on n'y prend pas garde, aujourd'hui encore, on va dire les attentats de Charlie Hebdo. Alors qu'il y en a effectivement le lendemain à Montrouge et le surlendemain à l'Hypercachère. Donc il y a une guerre d'interprétation face à l'événement. Et à ce moment-là, on peut dire effectivement que le 11, ce qui fait date, et d'ailleurs la fin de prendre date annonce l'histoire mondiale de la France. C'est-à-dire cette idée que quelque chose s'est passé en France qui blesse la conscience du monde plus profondément sans doute, même si c'est bien injuste, que les autres attentats qui suivent. Et c'est terrible parce que au fur et à mesure que l'on écrivait pour ralentir l'oubli, la catastrophe était en cours. Il n'y avait pas encore, effectivement, le 13 novembre était à venir, mais on termine le livre en mars, et si je me souviens bien, le 18 mars 2015, il y a 22 morts au Bardo à Tunis. Le 20 mars 2015, il y a 144 morts à Sanaa, au Yémen. Qui s'en souvient aujourd'hui ?
Qui s'en souvient? Notre rapport, effectivement, à l'événement est si terriblement, si injustement sélectif. Et pour tenter de ralentir l'oubli, on doit essayer de saisir les choses tant que, au fond, ce qu'on appelle l'histoire n'a pas encore décidé. Mais l'idée, c'est de montrer que ce n'est pas l'histoire qui décide. C'est des femmes et des hommes en situation de comprendre, en situation d'agir, en situation de décider. Donc il y a toujours une histoire politique du rapport à la manière dont on va nommer le temps. Dans cette formule, prendre date, que vous aviez retenue déjà donc en 2015, quand vous écrivez avec Mathieu Riboulet ce livre-essai, cette réflexion presque sur le vif de l'événement, dans prendre date, il y a l'idée de prendre acte. Dont acte, mais dont acte de quoi ? Du fait que, sans doute, non seulement écrire l'histoire, mais assumer son métier d'homme, son métier de vivre, comme dirait Cesare Pavese, et c'est, au fond, nommer, dater, localiser, dire « ça a eu lieu ». C'est d'ailleurs un des leitmotivs aussi de quand l'histoire fait date, c'est-à-dire de ramener, au fond, un événement à un pli dans l'espace, dire ça a eu lieu, c'était ici. Quelle est au fond l'espèce d'espace qui a recueilli ce fragment du temps. Essayer d'aller sur les lieux même, de nommer les choses. Et je le répète, c'est évidemment une éthique professionnelle, je dis tout à l'heure, mais c'est aussi un exercice existentiel. Et donc, voilà pourquoi il me semble qu'une leçon d'histoire est si peu scolaire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'asséner des vérités. Il ne s'agit pas, encore moins, de donner son idée, son opinion sur le passé. Il s'agit, au fond, de cartographier ce que pourrait être une conscience historique et de montrer que ça appartient à tout le monde. Voilà, que l'histoire comme discipline, elle s'offre avec suffisamment de générosité à toutes celles et tous ceux qui veulent bien non seulement y réfléchir, mais se l'appliquer à soi-même. Je suis Charlie, nous sommes Charlie. Le 7 janvier et les jours qui ont suivi, il y a eu un élan collectif, ce besoin de se rassembler. 7 janvier, je le disais, une date à plusieurs dimensions. 2015, dans Prendre date, vous l'évoquez, c'est à la fois une date fondatrice, celle d'un moment, mais aussi une date refondatrice par cet élan collectif qui se noue. Est-ce qu'il faut aujourd'hui la regarder, cette date, avec nos yeux de 2020 et se dire que peut-être ce nous, c'est assez rapidement délité. Est-ce que vous y voyez-vous encore, dans ce janvier 2015, une date refondatrice pour le collectif ? Nous avons sans doute, d'une manière générationnelle, vécu une utopie historique qui est celle du plus jamais ça. La certitude, au fond, qu'une conscience collective suffisamment vibrante pourrait bloquer toute tentative de recommencement ou de répétition. Mais ça se passe jamais comme ça. On sait très bien qu'on ne peut pas décider que c'est un acte fondateur, qu'à partir du 11 janvier, plus jamais ça. Non, ça se passe jamais comme ça. Et on l'a vu, ce nous fragile, incertain, très incomplet, du 7 janvier ou du 11 janvier, il ne rassemblait pas tout le monde. Et ensuite, la vie continue, et c'est une vie humaine faite de disputes, et ce n'est pas anormal. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est d'ailleurs, vous y faisiez allusion, l'histoire mondiale de la France s'achève en 2015. Et c'est notre camarade Emmanuel Laurentin qui la raconte dans le livre. Et il raconte au fond ce moment, non pas comme une fermeture, non pas comme une date qui viendrait dire la vérité d'une période, mais comme une croyance dans le fait que on allait se rassembler et on allait d'une certaine manière réparer l'histoire. Et puis tout ça n'a qu'un temps. C'est-à-dire que la date, elle passe. Et ensuite, les historiennes et les historiens, ils doivent se poser la question, qui est encore une fois celle de la série documentaire, de quand date la date ? Alors, parfois, c'est immédiat.
On n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour comprendre qu'il s'était passé quelque chose le 11 septembre 2001 ou le 7 janvier 2015. Mais des dates le deviennent parfois de manière plus insidieuse, plus lente, plus discrète ou aussi plus disputée. Le 2 septembre 2020, ça va être la date officielle, celle qui a été pour l'instant retenue, de l'ouverture du procès des attentats de 2015. Procès qui seront d'ailleurs filmés, des images qui vont alimenter les archives historiques de la justice. Est-ce que vous arrivez à anticiper aujourd'hui, Patrick Boucheron, la valeur de cet événement, de ce procès? Est-ce que vous arrivez déjà à lui accorder un statut? Non, par définition, non, parce que d'abord, je suis aucunement spécialiste de ces questions, et encore une fois, lorsque nous avons écrit avec Mathieu Riboulet sur prendre date, c'était sans qualité, sans autre qualité que celle, je le répète, de notre métier d'homme. Et donc, l'affaire de la justice n'est pas seulement l'affaire des juges, mais celle, encore une fois, des historiennes, des historiens, des citoyens, de toutes celles et ceux qui voudront bien s'en emparer. C'est la question de l'archive que vous me posez là. Celle, effectivement, d'un procès, d'abord, qui doit aussi établir une vérité judiciaire, qui n'est pas tout à fait la même que la vérité historique. Donc ça, c'est une nécessité de justice et aussi de connaissance et également de mémoire. Et au fond, cette question, elle est intéressante parce que on voit bien que dès qu'un événement advient, dans notre monde contemporain, nous pensons immédiatement, ça a été le cas en janvier 2015, ça a même été le cas lors de la crise sanitaire du ou de la Covid, à sa mémorialisation immédiate. Or, évidemment, des archives ne produisent pas un rapport qui est transparent au réel. C'est ça. Vous savez, en radio, on dit on va entendre une archive. Ça veut dire un enregistrement. Mais c'est pas ça une archive au sens historien. Une archive au sens de l'INA, au sens de la radio, c'est effectivement ce qui a été enregistré de ce qui a été dit. Mais nos archives n'ont pas un rapport transparent. Nos archives, en tant que le matériau des historiennes et des historiens de métier, n'ont pas un rapport transparent au passé qu'elle relate ou qu'elle enregistre. Et donc le travail, c'est justement un travail de déchiffrement. Mais ça viendra plus tard. Et comment ? Ben, je ne sais pas. Si vous me posez la question, je me souviens quand même de votre question, même si ma réponse est trop longue. Comment anticipez-vous, comme historien, par définition, parce que je suis historien, je n'anticipe rien. Il y aura bien sûr une vérité judiciaire. Il y a des complicités qui vont être jugées aussi dans ce procès. Mais je me souviens de Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, qui nous disait au printemps dernier attendre beaucoup de ce moment aussi pour la mémoire, pour le symbole. L'importance du procès aussi pour le symbole qui pouvait en découler, sachant que les auteurs des attentats sont morts et ne seront pas présents là. Il n'y aura pas la même possibilité d'avoir ce volant de réparation qu'on attend parfois dans un procès à travers une parole qui s'établirait ou se libérerait. Néanmoins, est-ce que vous comprenez-vous cette formule qui consiste à dire un procès pour l'histoire ? C'est là encore une expression qu'on a vue s'imposer sans vraiment avoir été discutée dans les années 80 avec des grands procès retentissants. Je n'ai pas à la comprendre ou à ne pas la comprendre. Je constate effectivement qu'elle est comprise par la société et en tant que telle, voilà, on doit l'accepter. Mais encore une fois, il y a un risque toujours
c'est pour ça que je parlais de prévenance et de patience. Un risque toujours à confondre justement le registre émotionnel, le registre juridique et le registre historique. Un procès, par exemple, n'est pas fait pour... là, je vais dire un mot encore plus galvaudé, pour permettre aux victimes de faire leur deuil. Si ça leur fait du bien, tant mieux, évidemment, en tant que, voilà, encore une fois, qu'être humain, on ne peut qu'être en empathie profonde avec celles et ceux qui ont souffert. Mais ce n'est pas l'affaire de la justice de faire du bien. Et ce n'est pas l'affaire de l'histoire de faire du bien. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qu'il est difficile, qu'il est de plus en plus difficile à faire entendre, parce que nous sommes dans un temps où, effectivement, beaucoup attendent des historiennes et des historiens, d'un bord ou de l'autre, de relancer leur indignation, de conforter leur certitude, d'adhérer à leurs propres convictions. Moi, ce n'est pas ma vision de l'histoire. Pour moi, l'histoire, c'est une manière, je parlais d'exercice d'assouplissement, on pourrait dire d'hygiène, de l'inquiétude, c'est-à-dire de cette façon qu'on peut avoir de dire que, oui, je vois les choses d'une certaine manière. Je les avais vues avec Mathieu Riboulet d'une certaine manière, et cette manière n'existe plus, parce que Mathieu est mort, et parce que je suis le survivant de ce livre qui est inévitablement singulier. Et voilà pourquoi le livre, il commençait par là, nous sommes deux, nous avons commencé, que d'autres prennent le relais. Et je me permets d'insister là-dessus parce que si vous m'interrogez sur ce que peut l'histoire et comment, au fond, je peux moi-même, modestement, en défendre l'exercice comme un exercice singulier qui exhibe avec suffisamment de franchise un point de vue singulier sur l'histoire, pour moi, cet engagement dans le récit et dans l'observation, elle n'a d'intérêt. Et c'est aussi mon combat comme éditeur, comme producteur, là, dans le cas producteur, disons, au sens intellectuel, pas au sens juridique de cette émission, c'est de dire que ce travail, quelqu'un ou quelques-uns peuvent le commencer, mais il n'a de sens que s'il devient un travail collectif. 1492, c'est l'année de la découverte des Amériques. Officiellement, 1812, la bataille de Borodino. 11 septembre, l'autre 11 septembre 1973, avec le coup d'État militaire contre Allende. Et ces questions que vous abordez dans cette série, quelques dates là, comme ça au hasard, de cette saison 2 qui déboule actuellement sur Arte en ligne, ou en replay, ou en VOD. On peut encore regarder la télé dans son poste de télé. Voilà, c'est la saison 2 de Quand l'histoire fait date, série que vous avez pensée. Patrick Boucheron, vous êtes notre invité jusqu'à 13h30. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. La pandémie, l'épidémie. Depuis janvier, le coronavirus a fait son apparition dans nos vies. Patrick Boucheron, d'abord chinoise, cette histoire est aujourd'hui mondiale. Fin mars, par hasard, une date comme ça, plus de 2,5 milliards de personnes étaient confinées dans le monde. Mais voilà, justement, comment choisir et savoir ce qui fera date commune? À quelle date, pour vous, cette épidémie peut-elle être associée dès aujourd'hui ? Je ne sais pas si on retiendra une date, sans doute une période. Parfois, la date, c'est un millésime. Vous parliez de 1812, l'année 1812. Il y a aussi l'année 1848. On se souviendra peut-être, mais encore une fois, l'événement est en cours et cela risque d'être un événement de longue durée de ce printemps 2020, peut-être moins d'ailleurs de l'épidémie que de la réponse politique qu'on lui a donc opposée, c'est-à-dire ce grand confinement.
Mais encore une fois, le chrononyme, c'est-à-dire la manière de nommer le temps, n'est pas encore décidé. Il ne se décide que plus tard. Alors évidemment, les historiennes et les historiens de métier, face à un événement et à son surgissement inattendu, violent et traumatisant, sont en règle générale convoqués pour, je dirais, calmer l'angoisse en trouvant des précédents, en faisant des ponts de comparaison, en essayant de chercher ce qui, dans l'histoire, a pu ressembler à ce que nous vivions. Et vous avez dû connaître cette tentation, puisque au moment du confinement, vous étiez en train de travailler sur la grande peste, la peste noire. La première réaction que vous avez dû avoir, on l'imagine, a été de chercher des similitudes, des parallèles. Oui, mais est-ce que vous avez tout de suite accepté Oui, je l'ai très vite discipliné. Ce caractère inédit de l'événement? C'est-à-dire que voilà, je travaille depuis plusieurs années sur la peste noire. Je devais consacrer mon séminaire au Collège de France au moment, ce printemps, avec mon collègue et ami Étienne Hanheim, aux nouvelles recherches sur la peste noire. D'ailleurs, on va revoir l'épisode La peste noire quand l'histoire fait date, mais il a déjà 3 ans et depuis, il y a 2 choses qui se sont passées. D'abord, il y a de nouvelles recherches, on en sait plus sur le passé et on n'a pas le même rapport avec ce passé. Donc, on n'est plus les mêmes face à la peste noire. L'histoire est vivante. Et l'histoire est vivante. Ça, vous le rappelez régulièrement. Ce séminaire, je le ferai cette année. Je ferai même un cours là-dessus. Et à ceux qui me disent ça tombe bien, je dis donc ça tombe mal. Donc ça tombe mal. Parce que c'est pas notre aujourd'hui qui m'a poussé vers ce passé. C'est d'autres réflexions. Et donc il faut là encore être prévenant. Il faut là encore ne pas y aller trop vite. Il faut là encore tenter de se séparer du passé. Bon, c'est-à-dire que la comparaison trop facile, elle risque de nous égarer. Et ça aussi, on tente de le rendre visible dans ces films, c'est-à-dire que quand un événement surgit, d'une certaine manière, il surgit aussi spontanément avec la tentation de le comparer à un autre. Mais c'est peut-être un piège. Voilà. Vous parliez de Borodino. La campagne de Russie, il y a cette idée que la Russie est un piège et qu'il ne faut pas y tomber et que Napoléon, il avait lu Voltaire et le drame de Charles XII, le roi de Suède, le roi fou qui s'y était fait prendre. Il disait « je ne m'y ferai pas prendre » et ben boum. Et Hitler était obsédé par effectivement la retraite de Russie. Il pensait ne pas s'y faire prendre. Et voilà, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait, chaque événement en préfigurait un autre. Et cette croyance, qui est une croyance politique, eh bien, d'une certaine manière, elle peut produire de grands désastres. Il y a des moments, des temps que nous avons besoin à la fois de dater pour prendre date, mais aussi de nommer. La période a aussi vu apparaître son lot de mots nouveaux et ce chrononyme que vous venez de citer, le grand confinement. Avec ce mot, on met l'accent sur quoi ? On met l'accent sur le fait qui a été indiscutable et le fait qu'il ait été fait date. Véritablement, qu'à un moment donné, il a paru évident à tous les gouvernements, y compris les plus obtus et les plus obscurantistes, que tout devait être fait pour sauver la vie parce que c'était la vie et que la vie avait une valeur qui était une valeur inconditionnelle. Voilà. Donc c'est ça. Le grand confinement. Où en sommes-nous par rapport à cette certitude ? C'est une autre question. Mais en tout cas, on l'a fait. Et le fait de l'avoir fait, évidemment, engage une réflexion politique. Parce que le fait que ce que Didier Fassin appelle la biolégitimité, c'est-à-dire l'assurance que la vie a un prix inconditionnel et qu'on ne va pas commencer à discuter si ces vies sont fragiles, sont vulnérables, etc. À partir du moment où cette décision a été prise, et encore une fois, on ne peut que s'en féliciter, on ne va pas s'arrêter là.
C'est-à-dire que mais c'est aussi, pardon, la d'autres réflexion. vont se dire, Oui. oui, alors ça vaut aussi, j'imagine, pour les migrants en Méditerranée. Ça vaut aussi, bien sûr, pour les plus pauvres, pour les plus démunis. Ça vaut aussi pour les Noirs aux États-Unis. Ça vaut pour tout le monde. Et c'est aussi la réflexion qu'a prolongée le philosophe italien Agamben sur cette question de la vie biologique par rapport à la vie sociale. On a sauvé ces vies biologiques, nos vies, dont on peut interroger avec Didier Fassin le coût de la vie ou le prix de la vie, mais on n'a pas forcément sauvé, et on terminera là-dessus, notre vie sociale, ce fameux nous qu'on évoquait autour des attentats de 2015, ce nous qui a aussi beaucoup souffert de ce confinement et aujourd'hui de cette distanciation sociale. Qu'est-ce qu'il va advenir pour vous, ce nous ? La vie biologique, elle s'oppose à ce que Hannah Arendt appelait la vie biographique, c'est-à-dire qu'elle vaut d'être vécue comme existence digne quand elle peut aussi accéder à la dignité de la narration. Donc, au fond, ce à quoi attente l'attentat, les attentats de 2015, c'est à notre capacité de nous raconter. Notre capacité, au fond, de mettre en récit nos existences collectives et que ce récit ait un sens. Et voilà pourquoi il me semble que les questions de narration, et en particulier de narration historique, ont une importance civique. C'est-à-dire qu'un nous, il se construit pas nécessairement, ça c'était à mon avis la vieille historiographie qui pensait ça, comme dans une histoire commune, dans une histoire unique, dans un récit solitaire, mais dans une histoire partagée. Et ce qu'on peut partager, c'est aussi la difficulté à la raconter. Dans la revue Esprit, numéro du mois de mai, vous écrivez avoir d'abord été tenté de faire silence avant de réaliser qu'il ne suffit pas toujours de se taire. Pour faire silence, j'invite les auditeurs à vous lire dans les pages de la revue Esprit, à vous regarder avec tous vos co-auteurs et co-réalisateurs dans cette saison 2 de Quand l'histoire fait date, qui arrive sur Arte, disponible en replay et en VOD. Un grand merci à vous, Patrick Boucheron. C'est moi qui vous remercie. D'avoir été avec nous pour ouvrir cette semaine de la Grande Table. La Grande Table, le magazine de la culture et des idées de France Culture. Vous pouvez nous rejoindre sur le fil des podcasts et trouver toutes les informations en lien avec l'émission sur la page de notre site sur franceculture.fr. À la programmation, Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table Culture. Pour la Grande Table des idées, c'était Jean Bulot, préparé par Laura Dutèche-Pérez. À la réalisation, Thomas Beau avec Pascal Baudin, avec l'aide précieuse de Anouk Delfino et de Madeleine Martineux. Très bel après-midi à tous sur France Culture.